le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera à nouveau la dépendance affective dans le couple, codépendance et refus de la réalité. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette 6e vidéo sur le sujet de la dépendance affective, je vais aborder la notion de codépendance, c'est-à-dire la dépendance à la dépendance de l'autre, et celle du refus de la réalité. Donc d'abord, nous allons voir la codépendance. À l'origine, ce terme était utilisé pour qualifier une personne vivant avec un malade alcoolique ou toxicomane. Aujourd'hui, cette acceptation s'est élargie et décrit tous les gens qui se transforment eux-mêmes en victimes en portant secours à une personne obsédée, droguée, brutale ou excessivement dépendante et en devenant responsable de cette personne. Être codépendant signifie avoir besoin de s'occuper de quelqu'un au point de s'oublier soi-même et dans le pire des cas, de souhaiter que cette situation perdure, souhait très inconscient évidemment, car cet autre dont le codépendant s'occupe avec tant de dévouement lui procure une sécurité affective permanente dont il serait très pénible de se priver pour se retrouver face à lui-même et son comportement autodestructeur. Traditionnellement, les femmes ont été éduquées pour devenir de parfaites codépendantes. De leur mari d'abord, surchargé de travail, qu'il faut soutenir et aider de son mieux en lui retirant toute responsabilité sur l'intendance de la maison. De leurs enfants à qui elles se consacraient totalement sans penser une seconde qu'elles pouvaient prendre un peu de temps pour elles. De leurs parents aussi, parfois. Si la société a quelque peu évolué, il n'en reste pas moins vrai que trop de personnes se retrouvent dans la codépendance par un excès d'empathie, de compassion, frôlant la pathologie ou le sens du devoir. Les relations de couple, les relations familiales et amicales sont de très bons terreaux pour mettre en œuvre la codépendance, un excellent moyen pour fuir les responsabilités que tout être humain a envers lui-même, pour maintenir le déni sur l'oubli de soi. Une personne est codépendante si elle pense être responsable des humeurs des autres. Nous allons voir aussi le besoin de contrôle. Le codépendant est un individu qui se fait une véritable obsession de contrôler le comportement de l'autre. La codépendance est un outil de pouvoir sur l'autre. Les gens codépendants savent ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou injuste, ce qui est permis ou interdit. Ils possèdent savoir, savoir-être et savoir-faire, les impose sans cesse, ce qui provoque souvent le comportement opposé. Si l'illusion du codépendant est de changer l'autre, son désir inconscient est qu'il ne change pas. S'il changeait, la codépendance n'aurait plus lieu d'être. Les codépendants adorent se mêler des affaires des autres, une forme de vie par procuration, ce qui leur permet de donner des conseils, de faire si nécessaire des leçons de morale. Leur masque de gentillesse, d'altruisme et de douceur leur permet d'ouvrir les portes de la vie des autres. Une intrusion qui, au début, n'est pas vécue comme telle. Alors, voyons les couples de codépendants. La relation de couple est la combinaison quasiment idéale pour réunir deux codépendants. Donner, aider étant la préoccupation majeure des dépendants affectifs pathologiques. Dans cette relation, aucun des deux n'est rassuré sur les sentiments de l'autre à son égard et chacun reproche à l'autre ce qu'il est. Aucun ne reçoit suffisamment de marques d'amour. Tous les deux voudraient que l'autre lui apporte ce qu'ils ne savent pas se donner à eux-mêmes, estime de soi, respect, valorisation. Voyons maintenant le refus de la réalité. Les dépendants affectifs pathologiques à un moment ou à un autre se considèrent, même inconsciemment, comme des victimes impuissantes qui ont besoin des autres pour vivre. Ils n'imaginent pas que leur vie relationnelle dépend pour une grande partie d'eux, qu'ils la construisent. Même si, trop souvent, ils ont vécu, ou ont la perception d'avoir vécu, un grand manque d'amour dans leurs jeunes années, pourtant, ils ne tentent pas, pour la plupart, de comprendre, de regarder lucidement leurs échecs affectifs successifs afin d'arrêter de les multiplier. Le déni de la réalité. Ce qui est frappant, c'est la capacité des personnes qui souffrent de dépendance affective pathologique à utiliser le déni comme mécanisme de défense préférentiel. Le déni consiste à refuser de regarder la réalité. Ce n'est pas une décision consciente, mais elle est là, bien présente. Ces mécanismes s'installent très tôt chez l'enfant. Ils sont mis en place par l'inconscient pour se protéger de certains aspects de la réalité. Ces personnes ne cherchent pas à vérifier si leurs interprétations sont plus ou moins éloignées ou proches de la réalité. En l'occurrence, celles des grands dépendants affectifs sont fort éloignées de la réalité lorsqu'il s'agit de leur vie relationnelle. Les dépendants affectifs pathologiques se comportent exactement comme s'ils étaient empêchés de penser. Ils décrivent une situation dans laquelle ils souffrent et refusent de voir qu'ils pourraient s'en extraire ou réagir autrement.
Ce qui démontre une fois encore que le déni est inconscient. La peur de déplaire, la terreur de l'isolement les maintiennent dans un tel brouillard qu'ils sont réellement persuadés qu'ils ne peuvent rien faire pour diminuer leur détresse ou même en sortir. D'autant plus que bien souvent, ils sont dans le déni de leur dépendance. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ne comprennent pas, en toute sincérité, pourquoi le problème perdure, puisqu'ils font tout pour que ça marche. Ce déni, cette dénégation les pousse à des méconnaissances de deux sortes. Ignorer les faits, d'une part, ou bien les connaître mais ne pas en tenir compte. Cette façon de se mentir à eux-mêmes les amène à adopter une attitude très passive. L'écran de fumée qu'ils installent devant leurs yeux tient lieu de réalité et ils ne se doutent généralement pas que les somatisations dont ils souffrent sont directement liées à leurs difficultés relationnelles. Ce sont des signaux qu'envoie leur corps auxquels ils restent sourds car ils ne les comprennent pas. Le déni s'applique aux faits mal interprétés, aux grands mouvements émotionnels déniés eux aussi. C'est ainsi que les dépendants affectifs pathologiques restent attachés à des besoins infantiles et fantasmés, immergés qu'ils sont dans l'illusion d'aimer. Parlons maintenant de l'égocentrisme. Dans l'illusion d'aimer, car sans que cela soit conscient, cette sorte d'amour-là est surtout donnée pour en recevoir. L'être aimé est utilisé comme pourvoyeur d'amour, d'approbation, de sécurité affective, de sentiment d'exister. La personne qui croit l'aimer n'est préoccupée en réalité que de ce qu'elle va recevoir. L'intention semble en effet tout à fait désintéressée, mais dans le cadre de cette pathologie du lien, elle ne l'est pas. Ce qui n'est pas très valorisant. Cette dévoration, cette vampirisation n'existe que pour combler les carences affectives. Tenter de devenir indispensable ne constitue pas une véritable marque d'amour. Avoir besoin et non envie d'aider les autres pour être en mesure de s'accorder quelques valeurs ou se donner le sentiment d'exister n'est pas de l'altruisme, mais bien plutôt de l'égocentrisme. L'égocentrisme est une tendance à ramener tout à soi, à se sentir le centre du monde, à ne concevoir ce dernier que de son seul point de vue. Ce qui est bien naturel au cours de la construction de l'enfant ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'adultes. Les dépendants affectifs pathologiques pensent, en raison de leur égocentrisme, que les autres sont en permanence en train de les observer, tandis que leur autocentrage les conduit à n'agir qu'en fonction de leurs propres intérêts. Voyons maintenant la dépendance et la responsabilité. L'évitement de la responsabilité est l'une des manifestations de la dépendance affective pathologique. En effet, n'ayant pas intégré dans l'enfance la relation de cause à effet entre leur comportement et ses conséquences, les patients entretiennent le déni quant à leur responsabilité à l'égard de ce qu'ils vivent. Autrement dit, ils sont intimement persuadés qu'ils n'ont aucun impact sur leur vie, qu'ils remettent dans les mains de l'autre. Ou alors, ils confient leurs responsabilités à d'autres personnes à qui ils demandent implicitement de les prendre en charge. Se plaçant en victime impuissante, ils cherchent des sauveurs. S'ils acceptaient leurs responsabilités, cela équivaudrait à reconnaître qu'ils sont seuls à pouvoir décider pour eux. Cet évitement les protège donc de la terreur de l'isolement. Ni responsables d'eux-mêmes, ni responsables des autres, les dépendants affectifs pathologiques se présentent comme des handicapés. Et ils le croient. Les manifestations d'autonomie, d'indépendance, de libre arbitre recèlent en effet de grands dangers, le principal étant de déplaire, ce qui signifie peut-être être rejeté et se retrouver seul. Alors que vont devenir les dépendants affectifs pathologiques? Sont-ils condamnés à vivre leur détresse, leur misère relationnelle tout au long de leur vie? Bien sûr que non, mais il leur faudra franchir les nécessaires étapes qui les mèneront vers la délivrance. Étapes pas toujours simples ou agréables, avec des renoncements, des séparations. Un bon travail thérapeutique s'accompagne toujours d'une épreuve de la réalité et de la recherche d'avancées personnelles. Des périodes de prise de conscience accompagnées d'un véritable désir de changement. Des moments qui les feront grandir et leur permettront de s'épanouir en retrouvant une véritable intimité avec eux-mêmes. C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée à nouveau du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Callier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.